The Legend of Zelda est un jeu vidéo sorti en 1986 sur la console de salon de Nintendo, la NES. Ce jeu est le premier d'une des plus grandes licences de jeux vidéo appréciées par des joueurs et joueuses du monde entier. Bienvenue sur cette vidéo et laissez-moi vous conter l'histoire autour du développement de ce jeu des origines à la sortie. L'une des personnes clés dans le développement de The Legend of Zelda, c'est le très connu Shigeru Miyamoto. C'est quelqu'un de très important pour Nintendo. Si vous y avez déjà joué à Mario, Pikmin ou même le légendaire Wii Sports, c'est cet homme qui est derrière. Il a rejoint Nintendo en 1977 et il a donc évidemment participé et surtout dirigé le développement du jeu que nous allons traiter aujourd'hui. C'est l'une des légendes du jeu vidéo et il a contribué à la création d'un jeu et d'une série de jeux légendaires eux aussi. Le deuxième directeur du jeu, le bras droit de Shigeru Miyamoto, c'est Takashi Tezuka. Il est connu notamment pour avoir assisté Miyamoto dans la création de jeux Nintendo comme Mario ou évidemment The Legend of Zelda. Miyamoto et Tezuka sont respectivement le producteur et le scénariste du jeu. Évidemment, un jeu ne se crée pas seulement avec deux personnes. Bon, techniquement si, mais c'est pour introduire les programmeurs. L'un des programmeurs qui a le plus compté dans le développement du jeu, c'est Toshihiko Nagako. Ce dernier travaille régulièrement avec Miyamoto et Tezuka, codant les idées de Miyamoto, tandis que Tezuka les met en pratique. Nos trois compères présentés juste avant sont très amis. Ils sont tout le temps ensemble, mangent ensemble tous les midis et discutent souvent de leurs projets. En 2009, Satoru Iwata les qualifiera même de triangle d'or. Un autre scénariste, en plus de Tezuka, va venir écrire l'histoire. Cette personne, c'est Keiji Terui. Pour vous le présenter rapidement, il a notamment travaillé sur les adaptations en animé de Dr. Slump et Dragon Ball. Pour l'histoire, il s'inspire notamment des conflits européens du Moyen-Âge. Si vous avez tenu plus d'une heure une manette entre vos mains, c'est très probable que vous ne connaissiez pas cette musique. Elle a été composée par Koji Kondo, qui est assez spécial comparé aux autres compositeurs de musique de jeux vidéo, car en effet, à cette époque, et c'est un détail qui peut paraître anodin, Kondo, c'est un musicien de formation dont l'unique travail sur les jeux auxquels il a travaillé, c'est de faire la musique. En général, la musique est faite par des programmeurs qui n'ont pas vraiment de formation ni de passion. C'est peut-être pour ça que la musique entendue juste avant est si populaire et encore acclamée aujourd'hui, presque 40 ans après la sortie du jeu. Miyamoto, Tezuka, Nagako, Terui et Kondo sont les 5 personnes les plus importantes au développement de The Legend of Zelda. Miyamoto, tout comme le créateur de Pokémon, puise des idées dans ses souvenirs d'enfance et de son adolescence. En effet, il aime depuis petit explorer les forêts autour de chez lui, et on le ressent dans la version finale du jeu, parce que l'exploration est au centre du gameplay. Dans chaque jeu Zelda auquel Miyamoto participe, il essaye de mettre le plus possible l'exploration au devant de la scène. Il l'a notamment prouvé avec Breath of the Wild. Si vous y aviez joué, vous savez qu'il y a des petites zones un peu partout accessibles uniquement si on explore les terres d'Hyrule. Miyamoto a déclaré avant la sortie du jeu qu'il veut amener l'idée d'un monde de jeu encore plus marqué afin d'offrir un joueur un jardin miniature qu'il peut explorer à sa guise. Miyamoto s'inspire aussi de ses souvenirs dans sa maison familiale de Sonobe, où il se perdait au milieu de toutes les portes coulissantes, souvenir qui a sûrement dû donner l'idée des donjons. Miyamoto va aussi prendre comme source d'inspiration des films. Il y en a un qui compte le plus. Ce film, c'est Legend de Ridley Scott, sorti en 1985. Dans ce film, Tom Cruise incarne un elfe qui doit sauver une princesse et le royaume d'un magnifique seigneur des ténèbres. C'est le cliché même du pro-chevalier qui doit défendre le royaume et la princesse du grand méchant. Tezuka a aussi ses inspirations. Étant donné que c'est lui qui s'occupe de faire les décors et d'écrire le scénario, il s'est donc inspiré du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Dans les jeux sur lesquels Miyamoto travaille, il aime bien inclure le chiffre 3. Si on regarde Mario, il y a le trio Mario, Peach et Bowser, et quant à Zelda, il y a bien évidemment la Triforce. Miyamoto va être aussi influencé dans ses choix par des jeux de rôle. On pourrait par exemple citer The Tower of Druaga de Namco,
De base, le jeu en cours de développement est uniquement destiné aux salles d'arcade. Le jeu est conçu pour être une suite de donjons. Chaque donjon était représenté par une montagne à traverser via ses souterrains et le jeu en comportait environ 5 plus le dernier donjon. Néanmoins, le jeu comporte de plus en plus d'énigmes et Miyamoto se pose la question de si c'est encore un jeu d'aventure. À peine les premières semaines de développement écoulées, les premiers dessins de Link sont prêts et celui-ci est déjà équipé d'outils et d'armes qui seront récurrents dans les autres jeux de la série comme les bombes, l'arc ou les fioles. Au bout d'un certain temps, le jeu n'est plus destiné aux salles d'arcade, mais Famicom Disk System, qui est un périphérique de console de salon de Nintendo, la Famicom, qui permet, dans le cas de The Legend of Zelda, de créer ses propres donjons et de les partager avec d'autres joueurs. Mais, comme une grande partie des accessoires de Nintendo, celui-ci sera un échec, donc Miyamoto et Tezuka ont pris la décision d'abandonner cette idée, ainsi que celle d'un mode aléatoire qui aurait pu être vraiment cool. Le second jeu qui a inspiré Miyamoto dans la confection de The Legend of Zelda, c'est un jeu sorti en 1984, considéré comme l'un des premiers RPG. Il s'agit de Idlead. Là où Miyamoto puisait dans The Tower of Dragon pour les donjons, il prendra dans Idlead pour la carte du monde. La carte du jeu a été réalisée d'une traite sur la même feuille de papier par Miyamoto et Tezuka, qui occupaient chacun une partie de la feuille. La plaine d'Hyrule est notamment un souhait de Miyamoto pour ne pas avoir un jeu qui est une suite de donjons et donc de créer un monde ouvert. Comme dans tout développement de jeu, et même encore à l'époque actuelle, il y a des complications qui empêchent le bon développement du jeu. The Legend of Zelda n'a pas fait exception. Le jeu est sorti en 1986, mais son développement a commencé à peu près en même temps que celui d'un autre jeu très connu de tous, j'ai nommé Super Mario. Miyamoto dirigeait donc les deux équipes de travail à la fois. Il a la lourde tâche de séparer les idées et concepts pour les deux jeux. Si vous avez joué à au moins un jeu des deux licences, vous savez qu'ils sont très éloignés. Les jeux Mario se doivent d'être linéaires et l'action doit se dérouler dans un sens unique, alors que pour Zelda, c'est l'inverse. Les idées passent même d'un jeu à l'autre. Au début de l'année 1985, le jeu ressemble à sa version finale, si bien qu'il est plus avancé que Mario. Mais la sortie de Mario étant prévue pour 1985 et celle de Zelda pour 1986, le jeu est mis en pause. Zelda étant prévu initialement pour accompagner la sortie de la Famicom Disk System, Zelda a été ralenti par le développement de Mario pendant 7 mois avant que l'équipe ne recommence à travailler à plein temps dessus après la sortie de Mario. Un autre problème qui n'en est pas vraiment un au final, c'est une petite erreur de Tezuka qui a fait qu'à la fin du développement, seulement 50% de la mémoire de la cartouche était utilisée. Beaucoup d'ajouts, comme la seconde quête du jeu par exemple, ont été rajoutés après la découverte de ce petit désagrément par Miyamoto. Pour finir l'histoire du développement de The Legend of Zelda, nous allons parler de comment Koji Kondo a réalisé les thèmes légendaires que nous connaissons. Il faut savoir qu'il a pratiquement carte blanche pour réaliser les musiques, les seules indications étant des mots. Par exemple, la musique de la grotte que vous entendez en fond, il avait seulement pour indication courte musique de fond. Pour le thème principal, il avait comme idée d'adapter Boléro de Maurice Ravel, mais les droits d'auteur lui empêchent de continuer plus. Les musiques de Kondo continuent à accroître la sensation d'aventure et doivent refléter la nature de leur environnement, chose compliquée à l'époque. Le thème principal est utilisé pour illustrer les déplacements du joueur. Les musiques de donjon sont rapides et tournent en boucle, forçant le joueur à quitter l'endroit le plus vite possible. D'autre part, la musique faisant partie intégrante du gameplay, notamment grâce à la flûte, élément indispensable à l'avancement dans la quête. Plus tard, la musique devient un élément clé dans la plupart des épisodes de la série, où le joueur peut effectuer des actions en jouant des mélodies, notamment sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, paru en 1998. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, elle m'a pris un peu de temps à produire, j'espère qu'elle vous aura plu.